Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Nous poursuivons l'étude du domaine 5 du programme de l'examen intitulé Les espaces maritimes, le milieu marin et leurs enjeux associés. C'est toujours Joseph Jiménez, professeur d'histoire-géographie, qui vous présente ces vidéos. Un grand merci à toi Joseph et très bonne émission à toutes et à tous. Bonjour, dans ce domaine 5.4, nous allons aborder la dernière partie qui sont les enjeux environnementaux. Alors ces enjeux environnementaux, ils sont importants, j'ai découpé ça en deux parties. D'abord le problème de l'exploitation, de la gestion de la ressource halieutique, le problème de la pollution, de l'eutrophisation, les marées noires et le continent de plastique, et le problème du réchauffement, de la montée des eaux et de l'acidification des océans. Bon courage à vous, comme d'habitude, un petit quiz à la fin pour s'entraîner. Au revoir. Alors, l'exploitation et la gestion de la ressource halieutique. Alors actuellement, cette gestion des ressources halieutiques, c'est un réel enjeu. Certaines espèces sont menacées d'extinction et il y a de nombreux conflits entre États qui sont induits par la concurrence liée à cette exploitation de ressources. Bon, les États interviennent depuis quelques années en légiférant et en soutenant financièrement des initiatives visant à modifier les comportements. Alors sur cette infographie, nous voyons que beaucoup de poissons disparaissent au niveau mondial, donc déjà les poissons sont de plus en plus petits. Et en Méditerranée, on a 80% de stock de poissons qui est surexploité, 47% en Europe, 30% dans le monde. 2/3 des emplois marins en France ont disparu dans les années 50. En 2010, on a une diminution de 35% du nombre de navires en France. Donc cette surpêche coûte beaucoup d'argent finalement. Alors les rendements de la pêche, vous les avez là, ils sont très élevés proches des côtes de pays plutôt développés et relativement faibles par ailleurs. La pêche industrielle va chercher de plus en plus profond ces poissons, c'est ce que nous montre le petit graphique. Alors là, vous avez la production halieutique en millions de tonnes par pays. Vous avez l'aquaculture et la pêche. Alors, il saute aux yeux que la Chine est de très très loin le premier pays, tant en aquaculture qu'en pêche d'ailleurs. Et pour la Chine, l'aquaculture dépasse la pêche. Après, sur pas mal de pays d'Asie, on sort du lot en pêche. Pays d'Amérique aussi, États-Unis, Pérou, Chili. En Europe, c'est quand même nettement plus modeste et avec une filière aquacole qui n'est pas trop développée. Alors en France, on l'a déjà vu de nombreuses fois, on est sur une consommation de produits halieutiques de 33 kg à peu près par Français et par an. Et la production française, elle est d'environ 700 000 tonnes, 500 000 pour la pêche, 150 000 tonnes pour la conchyliculture et 50 000 pour l'aquaculture. Donc théoriquement, on est autosuffisant que jusqu'à 32% de notre consommation. Et encore, si on fait l'autosuffisance réelle, c'est-à-dire qu'on retire les exportations à hauteur de 50 000 tonnes, on est à 9%. Alors l'Union Européenne, c'est aujourd'hui le plus grand marché mondial des produits de la pêche et la troisième puissance de pêche au monde. Donc elle compte 260 000 pêcheurs, ce qui n'est pas rien quand même. Afin d'assurer la reconstitution des stocks, l'Europe fixe des seuils maximales chaque année à ne pas atteindre. Pour limiter la capture de jeunes poissons, diverses règles techniques ont été adoptées. Par exemple, le maillage minimaux peuvent être fixés, certaines zones peuvent être temporairement fermées, voilà, ainsi de suite. Le Japon est un pays qui consomme beaucoup de poissons et qui s'est dit opposé à toute interdiction de la pêche et du commerce du thon rouge, par exemple, quand ça a été fait, alors que la Commission européenne veut proposer au gouvernement de l'UE de protéger cette espèce. Alors, bon, il y a un souci, et vous avez une citation qui est intéressante, nous faisons ce que nous pouvons pour qu'elle ne soit pas adoptée, cette décision qui interdirait la pêche du thon rouge. C'est Shingo Ota, un négociateur de l'agence de pêcherie du Japon, qui aurait prononcé cette phrase. Donc le Japon est complètement opposé à une quelconque réserve. Il consomme à lui seul 80% de la production mondiale de thon rouge. La chair est particulièrement appréciée, crue, en sashimi ou en sushi. La France s'est prononcée récemment en faveur d'une inscription de cette espèce à l'annexe 1 de la CITE,
où figurent les espèces menacées d'extinction dont le commerce international est interdit. En Europe, l'Espagne, la Grèce, Chypre et Malte continuent de s'y opposer. Alors, le point 2, la pollution, l'eutrophisation, les marées noires et continents de plastique. Donc là, vous voyez, on est à fond dans. Alors, une petite infographie des plus grosses marées noires au large des côtes françaises, avec chaque fois le volume de brut déversé. On voit très bien que l'Amoco-Cadiz est de très très loin celui qui a fait le plus gros dégât. Ici, vous avez tous les accidents répertoriés qui ont abouti à une pollution plus ou moins directe de la mer, dont les accidents de plateforme offshore, on n'entend pas trop parler, mais il y en a beaucoup. Regardez les points orange. Les principales marées noires provoquées par des tankers depuis 1967, alors ça il y en a partout dans le monde, avec une grosse concentration en Europe bien sûr. Les principaux déversements accidentels de pétrole sur Terre, puis pipelines terminaux, il y en a quelques-uns. Les explosions et incendies de raffineries, usines pétrochimiques, les 50 pertes matérielles les plus lourdes. Et enfin les destructions d'infrastructures et pollutions liées au conflit armé. Vous voyez qu'il y a de quoi. Alors le nombre de marées noires dans le monde par an depuis 1970, on voit qu'après un énorme pic au milieu des années 70, avec 117 quand même en tout, accidents, marée noire, on redescend pas mal, on était tombé à 3 en 2010. Alors les 10 plus grandes marées noires de l'histoire, voilà, elles sont répertoriées là, c'est pas mal. Il y a un problème aussi avec les eaux des mers et océans d'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est un processus par lequel des nutriments s'accumulent dans un milieu ou un habitat, là c'est l'eau en l'occurrence, et les causes sont multiples et peuvent donner lieu à des choses un petit peu diverses. Dans les nutriments concernés sont principalement de l'azote et du phosphore, provenant des phosphates par exemple. L'ensoleillement ou la température de l'eau peuvent exacerber l'eutrophisation. Donc, en dépit de ces conséquences locales sur les populations côtières et sur la biodiversité, l'eutrophisation des milieux marins résulte d'apports massifs en nutriments, n'a acquis que récemment une visibilité auprès du grand public. Avant, on n'en parlait pas du tout, c'était pas connu. Donc cette eutrophisation, elle est d'origine anthropique, c'est la faute de l'homme. Elle apparaît comme le principal moteur du renforcement de l'amplitude des efflorescences massives d'algues. Alors voilà ceci, un bloom de micro-algues en mer Baltique. Voilà une vue aérienne d'une prolifération de macro-algues de type marée verte en Bretagne, qui couvre tout un petit golfe. Voilà justement une marée verte, justement, bon, pourquoi elle porte ce nom. Tout est extrait par un genre de bulldozer. Il apparaissent aussi des zones dites mortes, ce qui est inquiétant aussi, des zones marines anoxiques où la vie s'est éteinte ou s'éteint, faute d'oxygène. Donc ces zones ont quadruplé depuis 50 ans. Voilà. Il y a de moins en moins d'oxygène par endroit, les surfaces grandissent, s'agrandissent, plus de 700 sites sont répertoriés. Alors voilà, cette acidification des océans. Alors quels sont son impact en fait, il est très important évidemment, parce que tous les squelettes et coquilles de certains animaux se fragilisent ou disparaissent. Ça impacte les phytoplanctons, les poissons, les algues, donc c'est quand même quelque chose d'important. Autre chose dont on est de plus en plus sensibilisé, c'est la pollution aux déchets plastiques sur tous les mers et océans. Voilà une photo prise aux Açores en 2010. Alors chaque année, ce serait près de 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans. Et 60 à 90% des déchets marins sont constitués de plastique. En 2015, on a produit 322 millions de tonnes de plastique, l'équivalent de plus de 900 Empire State Building. C'est quand même pareil. Alors vous avez une photo et une carte avec ce qu'on appelle des gyres, c'est-à-dire genre de vortex de courant qui tournent sur eux-mêmes, et tout ce qui est flottant, qui passe à proximité, est prisonnier de ces gyres-là. Certains sont gigantesques, de ces gyres, ils sont composés de la plupart du temps de microplastiques, ou même de plastique pas micro du tout. Et donc dans l'océan Pacifique, on
on parle de 7e continent de plastique, hein, par rapport à cette immense plaque de déchets qui évolue dans l'Atlantique Nord. Donc ce plastique, il commence à se fragmenter assez rapidement en petites particules, et une fois que les petites particules sont composées, elles peuvent être transportées sur de longues distances par le vent ou par l'eau, par exemple. Alors, le résultat de la dégradation d'objets en plastique, c'est des microplastiques qui polluent grandement la totalité de la Terre. Alors, ces microplastiques, d'où viennent-ils? Quand même 28% des pneus de voiture, 35% des textiles synthétiques, 24% des poussières des villes, 7% de marquage routier, et après on est à 3% de revêtements de bateaux, 2% de produits cosmétiques. Alors, partie 3, le réchauffement, la montée des eaux, l'acidification et les réfugiés climatiques. Alors, sur cette acidification, on a plusieurs sources qui sont l'activité industrielle, la déforestation, l'effet de serre. Voilà. Alors, le réchauffement climatique. Alors, on en entend beaucoup parler, évidemment, ce réchauffement global. Et donc, les chefs d'État de tous les pays du monde essayent d'inverser un petit peu la tendance. Les 4 dernières années ont été les plus chaudes de l'histoire de l'humanité, donc c'est plutôt raté. Après, voilà une carte du réchauffement climatique, vous voyez que personne n'est épargné. Les zones de grande occupation, beaucoup d'habitants, sont même très touchés. Alors visuellement, on pourrait prendre tout un tas d'exemples, mais voilà par exemple la mer de glace, un glacier très connu du Mont Blanc en 1909 et un peu plus de 100 ans plus tard, donc ayant bien diminué. Voilà ce que donne le réchauffement global en termes de relevé de température. On voit que la variation du niveau marin suit logiquement, la glace fond, donc le niveau marin on monte et on voit la calotte glaciaire qui fond. Alors El Niño, c'est un courant maritime qui a des conséquences majeures pour les humains, pour l'environnement à l'échelle mondiale. Voilà, il se produit de temps en temps, c'est assez catastrophique. Le dernier projet de rapport du GIEC, et le groupe d'experts climat de l'ONU, dit que le dérèglement climatique il va avoir de très forts impacts, que des milliards d'êtres humains vont être affectés par ce réchauffement climatique. De plus en plus, on voit ce dérèglement avec des icebergs gigantesques qui se détachent de la banquise. Celui-ci, il avait une superficie de plus de 11 000 km². Alors l'impact des submersions, les submersions elles vont toucher le monde entier, peut-être plus malheureusement, encore une fois, les pays pauvres en développement. Alors les déplacements de population et les réfugiés, quelque chose de très frappant, l'Indonésie a décidé en 2019 de déplacer sa capitale, Jakarta, vers l'intérieur des terres pour ne pas avoir à souffrir du réchauffement climatique et de la montée des eaux. En fait, cette ville de Jakarta s'enfonce à une vitesse de 25 cm par an, donc elle va tomber. De nombreuses autres villes sont menacées et peuplées de millions et de millions d'habitants, Calcutta, Bombay, Dhaka, voilà. C'est souvent dans des pays d'ailleurs qui n'ont pas besoin de ça en plus. La crise climatique sera aussi productrice de réfugiés. On en a peut-être déjà des réfugiés climatiques. Des Africains, des Asiatiques, d'Amérique latine, voilà. Donc ce réfugié climatique, il va chercher du meilleur climat ailleurs, tout simplement. Alors vous avez une photo ici de Tarawa dans l'archipel des Kiribati. Cet archipel, il est très bas. Et il est menacé de disparition assez vite. Et donc, un de ses habitants, en 2015, a demandé le statut de réfugié climatique en Nouvelle-Zélande. Et ce statut ne lui a pas été reconnu. Mais voilà, les habitants vont être frappés de toute façon. En 2020, la Cour d'appel administrative de Bordeaux a annulé l'obligation de quitter le territoire d'un Bengalais qui résidait en France depuis 2011 au motif que la situation environnementale dans son pays était préoccupante, donc c'est la validation d'un statut de réfugié climatique.
En Alaska, donc, cette île est rongée par l'érosion et les habitants pourraient être obligés de partir. L'acidification des océans, hein, raison c'est multiple, l'absorption des surplus de CO2 par océan, l'absorption de composés azotés par océan et l'absorption de composés soufrés par océan. Voilà ce que peut donner l'augmentation de cette acidification. Alors, il faut savoir qu'environ un tiers du dioxyde de carbone généré par les activités humaines a été absorbé par l'océan depuis le début de la révolution industrielle. Donc ce phénomène contribue à modérer le réchauffement global de la planète. Ça c'est pour dire l'importance des océans. Malheureusement, si les océans se réchauffent, ils vont relâcher tout ça. Donc voilà, les réactions chimiques, une carte de l'acidification des océans. Question 1. Quel pays est le premier au monde de production halieutique tant en pêche qu'en aquaculture? S'agit-il de la Norvège? Réponse A. De la Chine? Réponse B. Du Japon? Réponse C. Ou des États-Unis? Réponse D. Quelques petits instants de réflexion. Il s'agissait de la Chine. Réponse B. Question 2. Quelle est la consommation française en kilogrammes par an et par habitant de produits halieutiques? 23 kg par an et par habitant, réponse A, 33 kg, réponse B, 43 kg, réponse C, ou 53 kg, réponse D. La bonne réponse était de 33 kg par an et par habitant. Question 3. En 1978, le naufrage de quel pétrolier va être une catastrophe pour la Bretagne avec 233 000 tonnes de pétrole brut déversées? À ce jour, c'est le pétrolier qui est à l'origine de la plus grande marée noire de l'histoire. S'agit-il, réponse A, du Torrey Canyon, réponse B, de l'Amoco Cadiz, réponse C, de l'Erika, ou réponse D, du Tagno? Voilà une photo de ce naufrage, il s'agissait de l'Amoco Cadiz. Question 4. L'eutrophisation d'origine anthropique, donc des hommes, apparaît comme le principal moteur du renforcement de l'amplitude des efflorescences massives d'algues. Comment s'appelle ce phénomène? C'est le bloom, réponse A, le clown, réponse B, le roon, réponse C, ou le doom, réponse D. Alors, nous n'allons pas faire le clown avec cette réponse, il s'agit du bloom. Et en voici un énorme qui prend une énorme partie de la mer Baltique, un bloom de microalgues. Question 5 enfin, comment s'appelle l'archipel du Pacifique très menacé par la montée des eaux, dont des habitants commencent à demander le statut de réfugiés climatiques? S'agit-il des îles Marquises? Réponse A. Des îles Kiribati? Réponse B. Des îles Tahiti? Réponse C. Ou des îles Kirikou? Réponse D. La bonne réponse, c'était le B, les îles Kiribati, qui sont d'une altitude très très basse. Merci pour votre concentration.